Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mouvement quantique par l'espace, Quantum Motion to Space. Aujourd'hui, un nouvel épisode où on va voir ce qu'il se passe à la lumière du mouvement quantique par l'espace lors de collisions proton-proton qui se font au LHC, donc le LHC qui est le grand collisionneur de hadrons, donc un accélérateur de particules qui se trouve à la frontière franco-suisse. Pour commencer, je vais expliquer un peu ce que sont les champs quantiques. Donc les champs quantiques électromagnétiques, force forte, force faible et champ de Higgs. Donc les champs sont présents dans le vide même quand il n'y a rien. Donc à l'état de plus basse énergie, les champs sont présents. Sauf qu'ils n'ont pas de particules. Les particules donc qui font l'interaction des champs, donc dans le cas de l'électromagnétisme, c'est le photon, la force forte, ce sont les gluons, force faible, c'est les bosons W et Z, et pour le champ de Higgs, c'est le boson de Higgs. Donc les champs sont présents dans le vide tant qu'il n'y a pas d'action. À partir du moment où il va y avoir des quantums d'action créés par une interaction, le photon par exemple, dans le cas de l'électromagnétisme, va créer une perturbation donc de perméabilité et permittivité du vide. Ça va créer donc une perturbation du champ électromagnétique. Si cette perturbation est assez forte, elle va être animée par des quantums d'action qui vont être véhiculés d'atome d'espace en atome d'espace. C'est ce qu'on appelle le photon. Donc un photon, tant qu'il n'y a pas assez d'énergie et que les quantums d'action, qu'il n'y a pas assez d'énergie pour que les atomes d'espace soient allumés par un quantum d'action, le photon reste virtuel. On est bien d'accord là-dessus, c'est ce qui avait été vu dans les vidéos précédentes. Donc ici, on a la visualisation d'un quantum d'action, d'un atome d'espace, avec donc les interactions entre atomes d'espace, qu'on appelle la mousse de spin. Ça, c'est la théorie de la gravité quantique à boucle. Ici, on visualise des champs dans le vide qui sont dans les atomes d'espace, mais qui n'ont aucune influence réelle sur les particules, puisque là, il n'y a pas d'interaction. Donc les champs sont au minimum d'énergie. Alors il y a différentes représentations. On voit cette représentation-ci, avec toujours le dédocèdre des atomes d'espace. Et ici aussi, pareil, avec donc la visualisation de ce que peut être un champ dans l'espace vide. Alors maintenant, on va passer à l'électron. Donc l'électron, dont l'équation de la longueur d'onde de l'électron a été découverte par De Broglie dans les années 30, dans les années 20 plutôt. Et donc c'est lambda, donc la longueur d'onde, qui est h sur p. P, c'est la pulsation. Non, pas la pulsation, c'est la quantité de mouvement, c'est l'impulsion. Donc on retrouve h sur donc, la quantité de mouvement, qui est la masse multipliée par la vitesse. Donc cette onde dans un noyau atomique, elle tourne autour du noyau et elle est entière. Donc selon l'énergie de l'électron, selon son équation d'onde, si les phases sont entières, et s'il a moins d'énergie, il est plus proche, puis s'il en a un peu plus, eh ben, il s'éloigne, mais à des orbites bien déterminées, puisque les ondes, enfin les phases des ondes est entière. Il ne peut pas y avoir une demi-phase. Donc ça, c'est de la physique quantique classique, si j'ose dire.
Ça a été découvert donc dans les années 20 par De Broglie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un électron? Donc ça, là ici, on a un électron donc, qui est diffusé, qui est complètement diffus sur l'onde qui entoure le noyau atomique. Donc on retrouve cette onde dans un électron. Donc là, on a un électron qui serait dans le vide, tout seul, sans être lié à un noyau atomique. Donc on retrouve cette onde, donc l'électron est complètement diffus sur cette onde, avec des quantums d'action dans les crêtes. Ces quantums d'action donc, sont véhiculés par les atomes d'espace. Donc ce sont des atomes d'espace qui contiennent les quantums d'action, donc les quantums d'action d'énergie H, et on les retrouve principalement dans les crêtes de l'onde. Donc l'électron est une manifestation du champ électromagnétique, en quelque sorte, mais en plus, il a une masse et une charge. Ce qui le caractérise en tant que particule, c'est pas un boson, c'est un fermion. Donc voilà ce qu'est un électron pour le mouvement quantique par l'espace. Alors, l'électron en mouvement. Donc l'électron, c'est aussi un aimant. Il a une charge et donc il produit un champ magnétique avec un pôle nord et un pôle sud. Donc on le retrouve ici donc sur un électron qui produit un champ magnétique et en même temps donc un champ magnétique qui se déplace va produire une perturbation dans l'espace vide, dans le champ électromagnétique. Donc un électron qui se déplace va produire lui-même des perturbations électromagnétiques, donc une onde électromagnétique. C'est pour ça que dans l'expérience des fentes de Young, si on remplace les photons par des électrons, il va y avoir aussi des ondes d'interférence sur le récepteur de l'expérience, puisque l'électron produit des ondes, donc il va suivre les ondes, il va y avoir des interférences, et si on fait l'expérience des fentes de Young, non pas avec des photons, mais avec des électrons, ben on va avoir le même résultat. Et ça sera exactement aussi le même résultat avec des protons ou des neutrons ou des atomes, puisque tout est composé dans la nature avec des charges. Et donc il va y avoir des perturbations du champ électromagnétique, puis aussi de tous les autres champs. Donc du coup, on retrouvera des interférences dans une expérience des fentes de Young. Donc là, on a deux électrons dont le mouvement est l'un vers l'autre. Donc il y a des échanges de photons. Donc les échanges de photons, au départ, ils peuvent être virtuels, c'est-à-dire que le champ qui va être produit entre les deux électrons va commencer par être virtuel. Puis petit peu par petit peu, les électrons se rapprochant, les photons vont devenir réels. C'est-à-dire qu'au début, les photons n'existent pas parce que, enfin, ils restent virtuels parce que il n'y a pas assez d'énergie pour allumer les quantums d'action qui vont être véhiculés donc d'atomes d'espace en atomes d'espace. Donc ils restent virtuels parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Puis dès qu'il y a assez d'énergie pour allumer les quantums d'action dans les atomes d'espace, eh ben, ce photon va devenir réel. Donc quand les électrons vont s'approcher vraiment très proches l'un de l'autre, là il va finir par y avoir des photons réels qui vont s'animer et qui vont avoir un effet de répulsion entre les deux électrons. Si on a deux électrons qui vont très vite, donc le champ magnétique de l'électron va être contracté et l'électron lui-même va être contracté. Donc ça, c'est une vue
de l'observateur extérieur. Là, on revient à la relativité, c'est-à-dire la contraction spatiale que l'on observe donc là sur l'électron. Lui, enfin, cette contraction, on la voit en étant de l'extérieur. Pour un électron, lui, il ne se déforme pas, puisque il est constitué d'atomes d'espace qui, eux, sont peut-être contractés, mais comme tous les atomes d'espace sont contractés autour de l'électron et dans l'électron, et tous les atomes d'espace qui contiennent ces quantums d'action sont contractés, donc pour lui, rien n'a changé. Par contre, pour l'observateur donc extérieur, on va voir l'électron contracté. Ça, on est bien d'accord, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes, c'est de la relativité générale. Et donc le champ magnétique qui se déforme aussi. Donc voilà ce qu'est une particule dans le mouvement quantique par l'espace. Donc c'est une onde avec des quantums d'action. Et c'est ce qui fait l'électron réel. Que dire d'autre? Ah oui, donc on voit bien le côté diffus de l'électron, c'est-à-dire qu'il n'est pas ponctuel. On voit bien que c'est une onde qui lui-même émet une onde, puisqu'il se déplace. Donc dans le champ électromagnétique, l'électron il est un peu partout. C'est ce qu'on retrouve, il peut devenir ponctuel que lors d'une interaction, d'une collision avec un détecteur. Là, on va l'avoir ponctuel, mais tant qu'il n'est pas en interaction, il va rester diffus sous forme d'onde. Alors, qu'en est-il du proton? Alors, le proton qui est constitué de 3 quarks. Le quark down, de charge moins 1/3, et 2 quarks up, de charge plus 2/3. Ce qui fait que si on additionne toutes les charges, on a une charge de 1. Chose qui tombe bien, puisque l'électron, lui, il a une charge de moins 1. Donc dans l'atome d'hydrogène, c'est un proton, un électron. Et l'atome devient neutre. Et ces quarks à l'intérieur du proton sont reliés par des gluons. Alors ici, il y a la vue du point de vue du mouvement quantique par l'espace, c'est-à-dire que les quarks aussi, c'est une onde fermée sur eux-mêmes, avec des quantums d'action dans les crêtes. Et donc on a exactement pareil que pour l'électron, c'est des quantums d'action qui vont se déplacer d'atome d'espace en atome d'espace si le proton y bouge. Enfin, même s'il ne bouge pas d'ailleurs, puisque l'onde, elle n'est pas. Je ne crois pas qu'elle reste stationnaire. Et donc, dans le proton, il y a l'interaction donc forte ici, donc qui est représentée par ces ressorts, ce sont les gluons. Alors, comment est-ce qu'on peut représenter les gluons? Ça serait la même chose, ça serait une onde renfermée sur elle-même. Mais comme les gluons n'ont pas de masse, ça serait plutôt comme des photons, c'est-à-dire des ondes qui seraient étirées sous forme longitudinale, quoi. Et donc, en même temps, il y a une interaction électromagnétique entre les down et les up, et entre les deux up. Donc, il y a un échange de photons. C'est ce que j'ai mis en le nuage jaune, là, en fin de compte. C'est une perturbation électromagnétique parce qu'il y a deux charges de même signe qui se repoussent, donc il y a un échange de photons. Et le gluon, donc lui, il a l'effet contraire, il rapproche les deux quarks up. Le quark down, entre le quark down et les quarks up, là, au contraire, il y a attraction. Mais les gluons maintiennent la distance. En tout cas, voilà comment peut être représenté
un proton. Alors je vais montrer une petite vidéo de ce qui se passe dans le grand collisionneur de Hadron, donc le LHC, où on va voir deux protons qui vont être accélérés, puis en sens contraire, et à un moment donné, dans l'un des détecteurs du LHC, ils vont rentrer en collision. Donc c'est parti, j'envoie la vidéo. Ouais, ça y est, c'est parti. Donc là, les protons, ils vont dans un premier accélérateur, puis dans un deuxième. On voit bien qu'ils sont décalés pour être en opposition. Puis un troisième accélérateur. Puis une fois qu'ils sont bien décalés pour être en opposition, ils rentrent dans le LHC, donc il fait 27 km. Puis dans le LHC, là, on va voir donc le tube d'accélération. Donc les accélérations se font par des aimants supraconducteurs. Dans le tube, il règne un vide presque absolu et une température de l'ordre de pas loin du zéro absolu. Comme ça, les protons ne sont pas dérangés et ils arrivent à une vitesse proche de la vitesse de la lumière dans un détecteur où ils rentrent en collision. Et de cette collision, eh ben, il naît tout un tas de particules, et c'est ce qu'on veut comprendre, pourquoi il naît tout un tas de particules de cette collision. Donc là, le proton, il a été, on le visualise, on voit les quarks qui bougent à l'intérieur du proton, donc ça c'est sûr. Dans le proton, c'est animé, hein, il y a une grande animation dans le proton. Par contre, il ne peut pas être rond. Il est aplati par le fait qu'il aille à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Donc je voudrais revenir sur les vidéos précédentes sur l'inertie, où là on voit un atome d'espace, donc là j'ai représenté un carré pour simplifier les choses. Donc il y a un atome d'espace vide, un atome d'espace qui contient un quantum d'action d'une particule massive, donc qui est légèrement contractée, et ici un atome d'espace qui contient un quantum d'action d'une particule massive en mouvement, donc il y a une force inertielle. Donc on voit bien que là déjà on contracte tous les atomes d'espace qui sont autour, et ici on les contracte encore plus. C'est ce qui est représenté un petit peu là, enfin à peu près dans cette figure-là. Donc ça c'est pour la force inertielle, on avait vu ça dans une vidéo précédente. Un petit retour aussi sur le principe d'équivalence, donc un atome d'espace vide, un atome d'espace qui contient un quantum d'action d'une particule massive, et qui rentre dans un espace courbé. Donc les atomes d'espace alors, les atomes d'espace par eux-mêmes ne sont pas courbés, mais ils sont déformés. Hein, et si on prend cette forme d'atome d'espace et qu'on fasse le tour, eh ben, on voit bien que ça fait un cercle. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une courbure. Donc l'atome d'espace déformé et qui va produire une accélération, puisqu'on passe d'un état de l'atome d'espace qui est déjà contracté, mais à une contraction supplémentaire. Et plus il y a contraction, plus il y a accélération. Donc le fait qu'un atome d'espace d'une particule massive rentre dans des atomes d'espace, enfin va être véhiculé dans des atomes d'espace qui sont eux-mêmes contractés par une courbure de l'espace-temps parce qu'il y a une grosse masse en bas, et ben on va avoir une contraction supplémentaire qui est la contraction de l'atome d'espace de la particule plus, enfin le quantum d'action de l'atome d'espace de la particule plus la courbure. Donc la contraction de la courbure va donner un nouvel état qui donne une accélération. Donc ici on a l'accélération donc d'un quantum d'une particule massive qui rentre dans des atomes d'espace qui sont eux-mêmes contractés par la courbure de l'espace-temps, et ça donne une résultante entre la vitesse initiale et la vitesse provoquée par la courbure.
Donc on a vu ça dans une vidéo précédente. Donc qu'est-ce qui se passe pour des protons qui sont accélérés à 99,999% de la vitesse maximum dans le vide, donc la célérité du vide? Et bien à la vitesse, proche de la vitesse c, les protons ressembleraient plutôt à ça, plutôt que ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc à l'intérieur, on a bien, là j'ai représenté par différentes couleurs, hein, des grains qui représentent les quantums d'action, donc des gluons, des quarks, des photons. Mais le proton, lui, il va être complètement contracté par lui-même. Et donc si on prend au niveau des quantums d'action, donc on part de là, et là on visualise un quantum d'action donc du proton. Donc un quantum d'action, c'est peut-être un quantum d'action de quark ou de gluon. En tout cas, il est par l'accélération contractée. Donc là, on a le quantum d'action d'une particule massive, enfin un atome d'espace qui contient le quantum d'action d'une particule massive. Et là, on a le quantum d'action véhiculé dans l'atome d'espace d'une particule massive en mouvement. Donc on voit que la contraction est quand même très fortement accentuée. Donc l'inertie, hein, la force inertielle, c'est la contraction des atomes d'espace. Donc là, on a la contraction qui est quand même bien accentuée. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand ils vont rentrer en collision? Donc là, on a la collision proton-proton. Donc on prend au niveau des quantums d'action, donc au niveau des atomes d'espace. Quand ils arrivent en collision, on va passer de l'état de contraction, parce qu'on est en vitesse maximale, à un état où le quantum d'action d'une particule massive est un état normal, c'est-à-dire sans accélération. Puisque les protons sont accélérés à la même vitesse dans un sens et dans l'autre. Donc quand ils vont se rencontrer, en fin de compte, la vitesse, ça va devenir nulle. Pendant un bref instant, la vitesse va être nulle. Donc les atomes d'espace vont passer de cet état-là à cet état-là. On a vu, il me semble, dans les vidéos précédentes, qu'il faut énormément d'énergie pour courber l'espace, l'espace-temps. Donc les atomes d'espace, par exemple, dans l'émission d'ondes gravitationnelles, il faut énormément d'énergie pour créer ces ondes gravitationnelles. Dans le cas où c'est deux trous noirs qui coalescent, dans la coalescence de deux trous noirs, l'énergie est immense. Dans les premières ondes gravitationnelles détectées, il y avait l'équivalent de 3 masses solaires qui ont été converties en ondes gravitationnelles. Donc il faut énormément d'énergie pour créer des ondes gravitationnelles. Il faut énormément d'énergie pour tordre l'espace, en fin de compte, pour créer des perturbations dans l'espace-temps. Donc là, il faut beaucoup d'énergie pour contracter ces atomes d'espace qui contiennent le quantum d'action du proton, protonique. Il faut énormément d'énergie, c'est pour ça que le LHC crée énormément d'énergie. Il faut le LHC, c'est pas une petite machine, hein, c'est une des machines les plus compliquées du monde. Parce que créer donc cette contraction de l'espace, ça demande énormément d'énergie. Donc cette énergie, pour passer de cet état-là à cet état-là, il va être rendu. Il va être rendu aux atomes d'espace qui sont aux alentours. Et cette énergie, il va être rendu en allumant les atomes d'espace, en les allumant, c'est-à-dire en leur donnant des
des quantums d'action. Donc il va y avoir de nouveaux quantums d'action qui vont être créés en quelque sorte autour des atomes d'espace qui sont vides à l'heure actuelle. Et ben, l'énergie cinétique rendue va allumer les atomes d'espace autour de cette collision. Et donc ici, par exemple, on voit ça donne une onde. Par exemple, on pourrait dire que c'est un rayon gamma. Donc avec on voit ici les petits grains, c'est les quantums d'action donc qui se sont allumés dû à la collision, donc à la restitution de l'énergie de la contraction de l'atome d'espace qui revient à une taille normale. Et bien cette énergie, elle est restituée au vide quantique qui se trouve tout autour, à tous les atomes d'espace qui se trouvent tout autour, sous forme du quantum d'action, donc sous forme d'allumer les atomes d'espace, enfin plutôt les animer de quantum d'action. Et ça donne donc des rayons gamma, puis après d'autres particules, dont le boson de Higgs qui a été découvert en 2012 au LHC. Donc ici, on a une représentation donc de la collision. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo avant, et là on voit en photo. Donc c'est une collision proton-proton. Ah non, là c'est non même pas là, c'est plomb-plomb. Enfin, ça donne à peu près le même ordre d'énergie. Là, on a 5,02 TeV. Donc tétra, non pas tétra, teva électron-volt. Θ électron-volt. Donc c'est énorme. Du coup, le fait que les protons aillent à une vitesse proche de la lumière crée des quantités d'énergie cinétique qui sont rendues au vide, qui sont rendues aux atomes d'espace vide sous forme de quantum d'action. C'est quelque chose d'énorme qui va produire tout un tas de particules qui vont être analysées dans les détecteurs du LHC qui sont extrêmement complexes, qui sont refroidis presque le zéro absolu, avec des supraconducteurs, des détecteurs, enfin bon, c'est quelque chose de phénoménal. Mais là, on comprend mieux ce qui se passe. En fin de compte, l'énergie est conservée. L'énergie qui a été donnée aux protons sous forme de vitesse, donc l'énergie cinétique, eh ben, il est rendu au vide à partir du moment où les protons s'arrêtent. Donc voilà, en ce qui concerne cette vidéo sur les collisions proton-proton LHC, la création de particules, où on voit bien qu'en fin de compte, les particules se créent, mais non pas à partir de rien, ils se créent à partir de l'énergie cinétique, donc la contraction de l'espace, des atomes d'espace-temps qui contiennent ces quantums d'action, qui reviennent à un état normal, et pour revenir à cet état normal, eh ben, ils délivrent tout un tas d'énergie dans les atomes d'espace qui sont vides et qui entourent les particules, en allumant des quantums d'action qui vont véhiculer de nouvelles particules. Et ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ce que nous permet de comprendre le mouvement quantique par l'espace.